Bon, bonjour. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous m'entendez bien, que vous voyez tout ce qu'il faut. Euh, je suis sur tablette, donc bon, les commandes sont très, très, très limitées, hein, donc, sont très limitées. Donc, bon, si, si tout va bien, je peux commencer à 30. Donc, si vous entendez le son, vous pouvez m'envoyer un message, hein. S'il y a un problème, vous pouvez m'envoyer un message, il peut apparaître, hein, sur ma tablette, hein. D'accord. Voilà. Donc là, c'est désactivé, je ne peux pas activer le chat, hein, sur la tablette, sinon ça perturbe le cours, hein, après. Ça s'affiche sur le cours après. Bon, donc voilà, donc s'il y a vraiment un problème, hein, vraiment, vraiment, il n'y a pas de son, par exemple, bon, ou de suite, donc vous m'envoyez un SMS, hein, d'accord? Voilà. Comment je vais me connecter ailleurs? Bon, donc je vais commencer, je laisse la salle ouverte, hein, jusqu'à 11 heures, puis après, hop, ça sera terminé, hein. Je ferme. D'accord? Alors, donc, bon, donc nous allons commencer le premier cours. Le premier cours, c'est sur, donc d'une part, c'est une révision. Donc, pour les étudiants qui ont suivi le cours de logique et raisonnement, il s'agit d'une révision. Donc, nous allons revoir les choses de manière adaptée à l'étude de l'analyse, hein, d'accord? Faire de l'analyse dans le semestre. Pour les étudiants PCI, c'est, je dirais peut-être que pas 100%, mais peut-être 90% des choses que nous allons aborder seront nouvelles pour eux. Donc, ce cours est très important pour les PCI, autant que ce sont des notions normalement, ce sont des notions qui ne sont pas vraiment à l'intérêt propre, mais c'est parce qu'on les retrouve partout. Pour écrire une fonction continue, on utilise le langage mathématique. Pour utiliser une fonction qui n'est pas continue, on utilise le langage mathématique, et ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est quelque chose que nous utiliserons tout le temps. Voilà. Donc, alors la première chose, le premier mot, c'est sur le cours d'analyse. Donc, vous voyez comme le mot analyse, vous savez ce que c'est. Ce sont des nombres réels
les suites. Nous allons étudier les suites numériques, suites croissantes, décroissantes, suites adjacentes et les suites d'ordre 1, itératif d'ordre 1, des suites UN plus 1 en fonction de UN. Après, nous allons définir de manière rigoureuse ce que c'est une fonction continue, la notion de limite, dérivabilité. Puis après, nous allons voir de nouveaux théorèmes plutôt sur les dérivés, tout ça. On appelle ça le théorème d'accroissement fini, théorème de Rolle, un théorème qui s'appelle théorème Taylor. Après, à la fin, il y a une grande partie consacrée à ce qu'on appelle le développement limité. Alors, toutes ces notions sont essentielles dès le mois de septembre en L2. Ce sont des choses qui seront acquises et que vous pouvez utiliser pour pouvoir utiliser autre chose. Donc, ce sont des outils mathématiques au service d'autres matières en analyse, comme les séries, les intégrales, après, mais aussi, c'est une discipline qui a son intérêt propre, d'accord? On développe des concepts propres qu'on peut, après, bien sûr, pouvoir évoluer plus tard. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, la première chose, donc, nous allons étudier la logique des propositions, c'est-à-dire nous allons avoir des propositions mathématiques, d'accord? Des propositions mathématiques, bien sûr. Puis après, évidemment, la première chose, c'est qu'il faut savoir les traduire en langage mathématique. Deuxièmement, évidemment, une proposition, on a toujours envie de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Il n'y a pas autre chose entre les deux. Soit vrai, soit faux. Évidemment, quand on montre que c'est vrai, faux, on fait un raisonnement. Et là aussi, nous allons voir, il y a énormément de façons de faire ou d'écrire des raisonnements. Alors, donc une proposition, donc c'est un énoncé qui est sans ambiguïté, soit vrai, soit faux. Et évidemment, vrai ou faux, ça dépend de la théorie dans laquelle on étudie le problème. D'accord? Il n'y a pas d'informaticien ici, mais dans ce cours, mais il y a ce qu'on appelle l'algèbre de Boole, par exemple. Donc, 1 plus 1 égale 1, c'est une proposition qui est vraie dans l'algèbre de Boole. D'accord? Par contre, en algèbre usuelle qu'on fait, 1 plus 1 égale 1, c'est quelque chose de faux. D'accord? Alors, donc, voilà une proposition. Le carré de tout nombre réel est positif. Voilà une deuxième. Tout nombre réel est le quotient de deux entiers relatifs. Une troisième. X carré plus 1 égale 0. N'a pas de solution. Et une quatrième. Je pense que demain, il fera beau. Voilà. Alors, regardons. La première, elle est bien formulée. Hein, d'accord? Si on veut l'écrire en langage mathématique, alors vous voyez, tout réel X appartient à R, c'est un réel. Qu'est-ce qu'il a le réel? Il est positif. X positif ou nul. Et tout, c'est universel. C'est quel que soit X appartient à R. X est supérieur ou égal à 0. Alors ici, c'est plus compliqué. La deuxième, c'est plus compliqué. Ça veut dire, pour essayer de comprendre, hein, vous prenez X appartient à R, et la proposition dit que le nombre est le quotient de deux entiers relatifs, c'est-à-dire X égale P sur Q. P appartient à Z, Q appartient à Z. Voilà. Mais après, bon, il faut préciser le caractère universel ou pas de X, de P, de Q, ainsi de suite. Donc, ça, c'est mal écrit. D'accord? Ça, il faut utiliser les quantificateurs. Nous avons vu au premier semestre les quantificateurs. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, une fois qu'on a écrit ça, nous allons faire comme ça. Et nous allons écrire tout nombre réel, quel que soit X appartenant à R. Voilà. Et le quotient de deux entiers, eh bien, X égale P sur Q. Donc, il existe
le numérateur. Il existe un entier, c'est le dénominateur et le non nul. Il y a x. Arrêtez d'envoyer des demandes parce que je vais exclure les gens qui envoient des demandes d'annotation. D'accord? La prochaine fois, je vous exclue. Si vous avez des problèmes, attendez en TD, vous pouvez poser des problèmes, des questions en TD, ou bien sûr, le prochain cours en amphi, venez me voir, vous dites on n'a pas compris ceci, on n'a pas compris cela, et j'en profite pour expliquer à tout le monde. Mais vous ne pouliez pas le cours en ligne, sinon vous serez tout simplement éjecté. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, tout nombre est le quotient deux entiers relatifs. X carré plus 1 égale 0 n'a pas de solution. Alors, ça, on ne peut pas juger, on ne peut pas dire. Vous savez bien, si on est dans R, si on se place dans R, ça c'est vrai. Mais si on se place dans C, X appartient à C, on sait bien que I carré plus 1 égale 0. Donc, ça devient faux. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut se placer dans certains cadres. Est-ce qu'on a des entiers? Est-ce qu'on a des fractions? Est-ce qu'on a des nombres réels? Est-ce qu'on parle de fonctions continues, dérivables, ainsi de suite? Il faut bien donner un maximum de précision pour qu'on puisse juger à énoncer. Donc, ce genre de choses, par exemple, dire f est croissante, ça n'a pas de sens. Il faut préciser l'intervalle. Sinon, c'est la même chose. Dire f est décroissante, ça n'a pas de sens. Donc, je pense que demain, il fera beau. Ça, c'est le genre d'énoncé que nous ne pourrons pas du tout. Ça ne nous intéresse pas du tout. D'accord? Voilà. Donc, nous allons passer au paragraphe suivant. La négation d'une proposition. La négation. Alors, la notation négation, vous avez une proposition P. La négation, ça s'écrit de manière, soit on fait non P, tout simplement, soit on fait comme ça, en logique, on a un autre comme ça. Hein. Vous voyez, c'est comme un 7 à l'envers. Hein. D'accord? Ben, je préfère, donc, ceux qui connaissent cette notation-là peuvent l'utiliser. Pour l'instant, je préfère pour le novice utiliser celle-là, non P. C'est la négation. La négation n'a rien à voir avec le contraire. Par exemple, la négation de f est croissante sur i. La négation, c'est f n'est pas croissante sur i. D'accord? F est continu, f n'est pas continu. Voilà. Par contre, f pair, la négation, f n'est pas pair, mais ici, on sait qu'un nombre est soit pair, soit impair. Donc, la négation de n est pair, c'est n est impair. Voilà. Donc, non P, c'est une proposition qui est associée à P. Alors, si P est vrai, non P est fausse. Si P est fausse, non P est vrai. Ils ne peuvent pas être simultanément vrais, ils ne peuvent pas être simultanément faux. D'accord? Voilà. Donc, les deux principes. Donc, principe de non-contradiction. P et non P ne peuvent pas être simultanément vrais. D'accord? Autrement, moi, il y a une contradiction. D'accord? On ne peut pas dire à la fois F est continu, F n'est pas continu. Ah, d'accord? Ce n'est pas possible. D'accord? La même chose, le principe du tir exclu, l'une des propositions P et non P est toujours vraie. D'accord? Si vous prenez une proposition et sa négation, il y a une qui est toujours vraie, reste à savoir laquelle, et là, c'est le rôle du raisonnement mathématique. Voilà. Donc, ici, il y a deux états, vrai ou faux. Voilà. Alors, le connecteur. Vous voyez, quand vous faites des nombres réels, par exemple, vous faites des opérations, 1 plus 1, 2 plus 2, 1 fois 2, des choses comme ça. Donc, vous avez des opérations. Alors, pour la logique des propositions, on ne va pas faire une opération P plus Q, quelque chose comme ça. On a le et le OU. D'accord? On a le et le OU. Alors, P au Q. D'accord? P au Q. Par exemple, X supérieur à 1 ou X inférieur à 2. Ça veut dire quoi, le OU? Vous voyez?
le ou en mathématiques, il est inclusif. P au Q, ça veut dire P est vrai, ou Q est vrai, ou peut-être les deux sont vrais, d'accord? C'est pas le ou bien, comme le langage, vous voyez, comme le langage, dans le langage ordinaire, ben, je dis, par exemple, plus simple, fromage au dessert, eh bien, par exemple, on vous demande fromage au dessert, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous prenez l'un, vous prenez l'autre. Mais imaginez, ceux qui ont la possibilité de prendre deux fromages au dessert, bah, écoutez, je peux prendre le fromage, je peux prendre le dessert, je peux prendre les deux à la fois. Pas exclu. Voilà. Alors, la conjonction et Q. Donc, il y a le ou, il y a le et Q. Ça veut dire que c'est simultanément vrai. P et Q sont simultanément vrais. C'est comme si on dit F est continu et F est positif. D'accord? Il est à la fois continu et à la fois positif. Arrêtez avec ces histoires, s'il vous plaît, de vouloir annoter, parce que bon, ça finit par irriter. Ah, bon, vous n'allez pas faire cours à ma place. Bon. Alors, donc en mathématiques, le ou il est inclusif. Soit l'un est vrai, soit l'autre est vrai, soit les deux sont vrais. Alors, la négation du ou, c'est le et. La négation et, c'est le ou. Par exemple, vous avez une proposition, vous voyez, x est petit que 1 et x plus grand que moins 1. Ça, c'est l'intervalle moins 1, 1. D'accord? Alors, si vous prenez la négation, d'accord, ça, c'est une proposition P. La négation, eh bien, ça, c'est une proposition. Ça, c'est une proposition P. Ça, c'est une proposition Q. Et ça, c'est le connecteur. Vous voyez? Alors, d'abord, la négation de x inférieur ou égal à 1, c'est x supérieur ou égal à 1. La négation de x supérieur strictement à moins 1, c'est x inférieur ou égal à moins 1. Donc, on écrit les choses. Nous ne savons pas si ces choses sont vraies ou fausses. Ça ne nous intéresse absolument pas. On écrit des propositions, c'est tout. Alors, le connecteur logique, ça devient ou. Voilà, c'est tout ça. D'accord? F de x égale à 0 et x est positif. Voyez, f de x égale à 0 et x est positif. C'est f de x différent de 0 où x est négatif. Voilà. Donc, on apprend le ou et le et, ça s'échange par l'opérateur non. Des exemples, bon, des exemples, d'autres exemples, plus simple. Vous voyez, je peux prendre, par exemple, f de x ne s'annule pas. F ne s'annule pas. Pour 0, 1. Je vais écrire cette proposition P et sa négation. Bon, déjà, c'est quoi F ne s'annule pas? F ne s'annule pas, ça veut dire qu'il existe au moins un X appartient. Non, il ne s'annule pas. Il ne s'annule pas, ça veut dire F de X, pardon, est toujours, ne s'annule pas, ça veut dire que F de X est toujours non nul. Est-ce que c'est pour un X? Est-ce que c'est pour deux X? Non, pour tous les X, 0, 1, quel que soit X.
On commence toujours par la déclaration. Voilà, f de x est différent de 0. Je prends n'importe quel x, f de x est différent de 0. Alors, la négation, nous allons voir comment faire dans le chapitre, dans la partie suivante, comment faire la négation de quelque chose. D'accord? Alors, f ne s'annule pas. D'accord? Alors, après, f croissante. Comment écrire en langage mathématique? F croissante sur i. Eh bien, quel que soit x appartient à i, quel que soit y appartient à i, si x est inférieur à y, alors f de x. Voilà, ça, exprime que f est croissante. Ah, alors, reste à savoir, le si, c'est pas mathématique, le alors n'est pas mathématique. Alors, la question, c'est comment écrire ceci. Alors, ceux qui ont fait LR, donc ils savent qu'on va faire implique x inférieur ou égal à y, comme on l'a fait au premier semestre. X inférieur ou égal à y implique que f de x inférieur ou égal à y. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, comment écrire que f n'est pas croissante sur i? Ça veut dire comment écrire la négation de tout ça. D'accord? Eh bien, nous allons aborder tout ça. La négation de quel que soit. Et quel que soit, ça veut dire que vous avez une proposition qui est vraie pour tous les x qui appartiennent à eux. Ça veut dire P de x est toujours vrai. D'accord? P de x est toujours vrai. Eh bien, non, P de x, il est fausse au moins une fois. D'accord? Ça veut dire qu'il est vrai au moins une fois. Non, P de x est vrai au moins une fois, ça veut dire P de x est fausse au moins une fois. Donc, si vous avez quel que soit, sa négation, ça devient elle existe. Quelque chose est toujours vrai, eh bien, elle est fausse au moins une fois. Quelque chose qui est vrai au moins une fois. Par exemple, f de x égale 0 admet au moins une solution. Eh bien, la négation, aucune solution. D'accord? F de x égale 0 n'admet aucune solution. C'est-à-dire, le il existe, la négation, c'est quelque chose. Vous voyez? Donc, quel que soit x appartient à E, on a la proposition P de x est vrai, eh bien ça devient elle existe x et la négation de P de x qui devient vrai. Alors, elle existe x appartient à E Px, eh bien c'est quel que soit x, non Px. Donc il faut les apprendre. Par exemple, comme tout à l'heure, donc je reprends par exemple quelque chose comme ça. Je reprends des choses assez faciles. Par exemple, alors, par exemple, quel que soit x appartient à R, f de x différent de 0. Vous voyez, ça, c'est une fonction qui ne s'annule jamais sur R. Bon, eh bien, je veux faire la négation. Ce n'est pas difficile. Quel que soit. Ça devient, elle existe. Alors, on ne touche pas x appartient à R. On ne va pas dire x appartient pas à R. Quel que soit. On est dans R. X appartient à R. C'est le caractère universel au part de la proposition. Ici, c'est toujours vrai, c'est quel que soit x. Ici, il existe un x. On ne touche pas à ça, d'accord? Alors, ça, c'est la proposition P. Sa négation, f de x différent de 0, eh bien, fx égale 0. Alors maintenant, je vais faire ça.
il existe A. Strictement positif, quel que soit X A, quel que soit X supérieur ou égal à A, f de X est supérieur strictement à 1, par exemple. Voilà. Ça veut dire, cette chose-là, qu'est-ce qu'il dit? Il existe un nombre réel, peut-être A égale 10 ou quelque chose comme ça. Si X est supérieur à A, f de X est supérieur à A. Eh bien, on veut écrire la négation de cette proposition. Comment on fait? Alors, alors, il existe A positif. Alors, il ne faut absolument pas regarder ça. Il ne faut absolument pas regarder ça. Il faut juste changer le quel que soit, le il existe en quel que soit. D'accord? Quel que soit A positif. Au moins un A positif, tous les A positifs. Faites bien attention, vous n'allez pas dire il existe A négatif ou quoi que ce soit. Ils ne sont pas concernés, d'accord? Quand on a un quantificateur, ce qui est à côté n'est pas concerné par la négation. Ce qui est concerné par la négation, c'est uniquement le quantificateur. Alors ici, pour tous les x supérieurs à A, eh bien, pour au moins un x supérieur. Voilà. Donc ça, c'est des quantificateurs. Hein, d'accord? Et quantificateur, c'est quantifier quelque chose, c'est déclarer une variable. Alors ici, on déclare une variable universelle, c'est tout le temps vrai. Ici, on déclare une variable existentielle. Il y a au moins un x qui vérifie ça. Alors, la proposition P de x proprement, c'est celle-là, la négation de f de x supérieur à strictement à 1, c'est f de x inférieur à 1. Voilà. Donc, vous voyez bien que, quel que soit, ça devient elle existe. C'est simple. Je change elle existe en quel que soit en elle existe. Après, les propositions viennent après. Les propositions, c'est facile. Plus grand, ça devient plus petit. Égal devient différent. Ainsi de suite. Voilà. Alors, après, je peux prendre, par exemple, quelque chose un peu plus corsé, comme ça, par exemple, je peux, voyez, quel que soit M positif, il existe A positif, quel que soit X supérieur ou égal à A, f de X supérieur ou égal à M. Voilà. Par exemple, cette proposition-là, eh bien, je veux écrire la négation. Eh bien, on l'écrit rapidement. Il existe M positif, quel que soit A positif. Il existe X supérieur à A. Voilà. F de X supérieur strictement à A. Il existe un M. Si on prend les X qui sont supérieurs à un certain A, tous les F de X seront inférieurs à 1. Voilà, la négation. Donc, il faut appliquer la règle et normalement, ça marche bien. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé de si alors. Hein, d'accord? Si P est vrai, alors Q est vrai. Bien, en mathématiques, c'est l'implication. P implique Q. Alors, c'est la proposition non P ou, d'accord? Nous n'en avons pas besoin. Hein, pas besoin d'écrire comme ça. D'accord? Donc, alors, au niveau du vocabulaire, vous voyez, on dit que si P est vrai, alors Q est vrai. On dit que P est une condition suffisante pour avoir Q, c'est-à-dire il suffit que P soit vrai pour que Q soit vrai. Donc, après, inversement, on dit il faut que Q soit vrai pour que P soit vrai. Donc, Q
c'est une condition nécessaire pour que P soit vrai. D'accord? P est une condition suffisante. Voilà. Donc, pour le vocabulaire, des fois on dit il suffit que X soit inférieur à 1 pour que F de X, par exemple, soit égal à 4 ou 5, comme ça. Vous voyez, il suffit que, ça veut dire la propriété sera vraie pour le X qu'on vient d'énumérer. Voilà. Alors, c'est une propriété assez complexe qui est à la base des raisonnements mathématiques directs, le raisonnement par déduction. Si, alors, ça veut dire on part d'une hypothèse, on arrive à une conclusion. On voit ça dans ce cours, on voit l'implication uniquement dans cet angle-là. On ne voit pas dans l'autre. Alors, la négation. La négation, c'est ça, c'est non P au Q. Donc, la négation, il faut la prendre. Si P est vrai, alors Q est vrai. Eh bien, on peut avoir P est vrai et Q est là. P est non. Là, c'est une grande source d'erreur. Hein, d'accord? Grande source d'erreur. Hein, il faut bien faire attention. La négation, la réciproque, P1 plus Q. C'est Q implique P. D'accord? La réciproque, c'est Q implique P. Des fois, on a un théorème, on montre une proposition. Si, par exemple, F est dérivable, alors F est continu. Après, on va dire étudier la réciproque. C'est quoi la réciproque? La réciproque, c'est si F est continu, est-ce qu'il est dérivable? D'accord? On regarde dans le sens inverse. D'accord? La réciproque, c'est ça. Alors, il n'y a aucun lien, absolument aucun lien entre une implication et la réciproque. La réciproque peut être vraie ou peut être fausse. Ça dépend des cas. D'accord? Il n'y a aucun lien. D'accord? Il y a la contraposée. La contraposée, eh bien, c'est non Q implique non P. Alors, la contraposée, c'est exactement la même chose que ça. Ça et ça exprime la même chose, sont équivalents. D'accord? Une proposition P implique Q et sa contraposée sont tout simplement équivalents. Hein. Elle exprime la même chose. Ça veut dire, si vous voulez montrer une chose, vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez utiliser la contraposée pour le faire. Alors, donc, par exemple, je vais prendre quel que soit X, R. Alors, F de X positif implique que X est négatif. Bon, ça, c'était une proposition. D'accord? Alors, si vous voulez écrire la négation, alors, cette proposition déjà elle est vraie pour tout X. Alors, si vous faites la négation, elle existe. X appartient à R. F de X est positif, vous voyez, P et X est positif. La négation, donc la négation. F de X positif n'entraîne pas que X est négatif. Il n'entraîne pas que X est négatif, ça veut dire X est positif. D'accord? Alors, la négation, c'est on prend tout, d'accord? D'accord? Il existe X, d'accord? Alors, pour le reste, on ne touche absolument pas, ou quel que soit, par exemple, pour la contraposée.
la contraposée et la réciproque. Alors, la réciproque, la réciproque, c'est quel que soit x, hein, x négatif implique f de x est positif. C'est q implique p. Alors, ici, contraposé. La contraposée, eh bien, on ne change pas le caractère universel, quel que soit x. Il n'y a que dans la négation qu'on s'intéresse à ça. D'accord? Donc, alors, la contraposée, c'est non Q implique non P. Alors, x positif implique que f de x est négatif. D'accord? Vous voyez? La négation de ça, c'est x strictement positif. La négation de f de x est strictement positive, c'est f de x est négatif. Voilà, donc ça, c'est la contraposée et ça exprime la même chose. D'accord? Après, évidemment, on peut écrire certaines choses qui sont suffisamment compliquées, qu'on verra bien. C'est par exemple, quand on écrit la continuité, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, un peu, hein, avec les quantificateurs. Hein, d'accord? Par exemple, croissant, maintenant, f croissante, on revient à ce qu'on a écrit tout à l'heure, x appartient à i, quel que soit y appartient à i, x inférieur à y implique f de x. Et là, on peut écrire la négation. Si on veut écrire la négation, le quel que soit va changer en il existe, le quel que soit va changer il existe, et P implique Q, ça c'est, vous voyez, ça c'est P, ça c'est Q. Donc P implique Q, ça va se transformer en P et non Q, c'est-à-dire x inférieur ou égal à y et f de x supérieur strictement à f de y. Et ça veut dire que f n'est pas croissante sur i. Voilà, l'équivalent logique. L'équivalent logique, ça veut dire vous avez une chose des fois, vous écrivez un énoncé suffisamment compliqué et il devient difficilement intelligible, difficilement compréhensible, tout ça, vous n'arrivez pas à l'exploiter. Eh bien, cet énoncé-là, vous pouvez le reformuler avec l'aide d'outils mathématiques avec un énoncé beaucoup plus simple et peut-être dont l'écriture est différente. D'accord? Alors, ce nouvel énoncé exprime exactement la même chose que le premier, c'est-à-dire c'est la même chose, mais écrite de deux manières différentes. D'accord? La même chose, écrite de deux manières différentes. C'est comme que quand vous avez un système linéaire. Hein, vous avez un système linéaire, au début, il est assez compliqué. Avec la méthode de Gauss, on peut transformer, et à la fin, on a un système échelonné. Eh bien, le premier système et le dernier système obtenu par la méthode de Gauss sont exactement les mêmes. Alors, si on veut résoudre le premier système, il suffit tout simplement de résoudre le deuxième système et on est sûr que les solutions seront les mêmes. Donc ça, c'est l'équivalence logique, mais il faut bien faire attention que c'est très, très, très risqué d'écrire des équivalents à tout va. Hein. C'est pas difficile. Hein. C'est pas toujours facile. Hein. D'accord? Donc, nous avons ça. La première chose, nous avons une implication et sa contraposée et son équivalent. D'accord? Une implication et sa contraposée sont toujours équivalents. D'accord? Après,
P est équivalent à Q. Ça veut dire quoi? Vous voyez bien qu'il y a deux flèches dans le même sens, dans les deux sens. Ça veut dire que P implique Q et Q implique P. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous voulez montrer que, on vous dit, montrer que une proposition P est vraie si et seulement si la proposition Q est vraie. Alors, quand on dit le si et seulement si, ça exprime équivalent. D'accord? Alors, quand vous dites, ça c'est vrai si X est positif, ça veut dire vous supposez que X est positif pour montrer que c'est vrai. Alors, quand on dit si seulement si, ça veut dire que c'est équivalent. Ça veut dire que vous allez montrer P implique Q et vous allez montrer que Q implique P. Les deux sens. C'est rare qu'on puisse raisonner directement par équivalence. Ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver qu'on puisse raisonner directement par équivalence. Mais souvent, on fait le chemin et le chemin inverse. Alors, au niveau du vocabulaire, quand on a P implique Q, c'est comme si on dit si P est vrai alors Q est vrai. Alors, on dit si seulement si. Alors, on dit que P est toujours une condition suffisante, bien sûr, Q toujours une condition nécessaire. Mais on dit aussi que P est une condition suffisante et nécessaire. Suffisante et nécessaire. Donc on dit P, condition suffisante et nécessaire pour avoir Q. Combien on dit on a P si et seulement si on a Q. Donc on utilise souvent si et seulement si. D'accord? Si et seulement si, ça veut dire et qui va. D'accord? Si et en si, d'accord? On écrit des fois en abrégé, et seulement si, ça veut dire ça. Et ça veut dire, si on fait une démonstration, ça veut dire, c'est une équivalence, ça veut dire P implique Q, Q implique P, ou bien peut-être les deux en même temps. Voilà. Alors, maintenant, souvent, dans le raisonnement par récurrence, on va voir qu'on a des applications comme ça. On part d'une hypothèse fausse, on part de n'importe quoi, vous voyez. On prend quelque chose complètement fantaisiste, on fait des arguments, et hop, on arrive à quelque chose aussi fantaisiste. Bon, ça sort du cadre mathématique. Hein. L'implication, elle est à la base du raisonnement, elle est connue même avant les Grecs. Si vous partez d'une hypothèse fausse, vous pouvez arriver à quelque chose de vrai, vous pouvez arriver à quelque chose de faux. D'accord? Eh bien, aucun crédit ne sera accordé à votre démonstration. Sinon, on peut faire n'importe quel théorème. Hein. Je peux supposer que toutes les fonctions sont continues, puis après, on peut bâtir toute une théorie. Hein. Bon, donc là, si on part d'une hypothèse fausse, on n'est plus dans le cadre mathématique, on n'est plus dans le cadre. Ça veut dire que si vous faites ce genre de raisonnement, personne ne le regardera. Vous pouvez faire 4 ou 5 pas, je ne dis pas si vous voulez, personne ne le regardera. C'est une perte de temps. D'accord? Je peux supposer 1 égale à 2, je peux montrer énormément de choses. Ah, d'accord? Voilà. Sauf qu'en algèbre, 1 n'est pas égal à 2. Voilà. On est au bon milieu. Alors maintenant, le raisonnement. Le raisonnement, le premier, c'est par déduction. Vous voyez, le c'est alors. Hein. Vous partez d'une hypothèse, d'accord? Vous faites un tas de choses, c'est alors, et vous arrivez à votre conclusion à la fin. C'est parfait. On appelle ça aussi le raisonnement direct. D'accord? Direct. Eh bien, si on peut faire ce genre de choses, pourquoi pas? C'est très bien. Par exemple, ici, premier exemple, c'est
on prend f, une fonction de AB dans R, une fonction continue et positive, ou bien selon les hypothèses, et on va montrer que l'intégrale est positive. Voilà, on va montrer l'intégrale des fonctions continues positives est positive. Vous voyez, ça veut dire ça. Hein. Bon, on a A, on a B, c'est un résultat qu'on connaît déjà. Et l'intégrale, c'est ça. Bon, hop, positif. Pourquoi ceci est vrai? Eh bien, première chose, vous savez que f est continue, donc elle admet une primitive. D'accord? Donc il y a une primitive f. Vous voyez, vous avez une primitive, c'est f. Hein, d'accord? C'est de AB dans R. Hein, vous voyez? Donc f prime égale f. C'est ça une primitive. Hein? Donc on sait que f est continue, donc elle admet une primitive. Et après l'intégrale, c'est juste la primitive, hein, f de b moins grand f de a. Voilà, donc on va écrire ça au propre. Voilà, f de b moins f de a. D'accord? Donc il y a une primitive parce qu'elle est continue. Et après l'intégrale, c'est toujours f de b de l'intégrale. Vous voyez, vous faites comme ça, vous faites f de x, et vous faites ça, comme ça, a, b. Donc c'est f de b moins f de a. Voilà. Donc on a changé l'expression de cette intégrale. On l'a calculé en quelque sorte. Maintenant, grand F et grand F' égale F. D'accord? C'est par définition. Et F, il est positif. Donc, F' est positif, ça veut dire que F est croissante. F est croissante. Alors, comme A est plus petit que B, eh bien, F de A est plus petit que F de B. Ça veut dire que F de B moins F de A est positif. D'accord? Voilà, donc on est parti d'une hypothèse et on l'a utilisé. On a utilisé le fait qu'il est continu. Ça nous a donné l'existence de la primitive. On l'a montré qu'il est positif. Ça nous a permis de dire que quand f est croissant. Donc nous avons utilisé les hypothèses que nous avons ici. Voilà. Alors maintenant, par exemple, il y a des choses beaucoup plus simples. Par exemple, supposons que je vais montrer que n factoriel est inférieur à n. D'accord? Alors, n factoriel, c'est quoi n factoriel? N factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois n. Eh bien, ça, c'est inférieur. 1, 1, 2, 3, 4. Donc, ça, c'est 1 est inférieur à n. 2 est inférieur à n. 3 est inférieur à n. Tout est inférieur à n. N fois. Vous voyez? N fois. Donc, n fois n fois n, c'est n à la puissance n. D'accord? Ça, c'est n à la puissance n, c'est 100 de peine, hein, vous voyez, donc ça dépend de la raison. Donc, des fois, on a besoin de faire des choses, bon, un peu sophistiquées, il faut être inventif, mais des fois, il y a des choses qui sont directes, hein, d'accord? Voilà, donc le raisonnement direct ou le raisonnement par déduction, celui qu'on fait le plus. Alors, quand on fait un raisonnement, d'abord, il faut réfléchir. Il y a un temps pour la réflexion. Je vais réfléchir à ce que je vais écrire. Mais non, ce n'est pas comme ça. Hein. C'est comme si quelqu'un qui se jette dans un bassin sans connaître la profondeur. Hein. Bon. Donc, d'abord, temps de la réflexion, je vais réfléchir comment je vais aborder le problème, les outils dont je dispose. Et à partir de là, chacun a sa sensibilité, chacun a sa formation, chacun, donc, on a un penchant pour une telle ou telle chose, hein, d'accord? Il y a 10 façons d'écrire les choses, il n'y a pas une seule façon. Donc après, on va commencer à écrire petit brouillon pour faire la démonstration.
Et après, on remet tout au propre et on écrit. Ben, il faut éviter les genres de démonstration. Il faut simplifier. Il faut faire un brouillon, simplifier, clarifier vos idées, simplifier. Euh, c'est comme un itinéraire, hein, vous voyez. Plus simple de dire à quelqu'un, hop, vous prenez par là, vous allez 10 minutes, puis hop, vous êtes arrivé. Donc, c'est comme vous lui dites, il faut monter, il faut descendre, il faut faire demi-tour, il faut faire ceci, cela. Pas pareil, hein, c'est pour aller au centre-ville de Poitiers, vous connaissez la route, hein, c'est direct, hein, d'accord? Sinon, c'est pas la peine de faire un détour par Chauvigny ou par Angoulême. Donc, bon, c'est autre chose, on peut toujours arriver, vous avez raison, mais ce n'est pas le même parcours. Voilà, le raisonnement par contraposé. La contraposée. Et nous allons, nous allons montrer, je vais l'écrire, hein, parce que d'abord, nous allons montrer que, quel que soit ça, nous allons cette proposition, quel que soit epsilon, la valeur absolue de x, la valeur absolue de x, la valeur est inférieure à epsilon. Nous allons déjà parler de valeur absolue de x, hein, d'accord? Si ceci est vrai, x est positif. Regardons d'abord qu'est-ce que ça veut dire. Je vous ai dit que on a la droite réelle pour matérialiser, représenter tous les nombres réels. Alors, là, on a le 0. Vous avez quel que soit epsilon, un nombre positif epsilon, eh bien, la valeur absolue de x, il est ici, juste là. D'accord? Eh bien, ce epsilon-là, c'est une barrière et le x vient derrière cette barrière. Alors, cette barrière-là, vous la déplacez ici. Vous la déplacez à gauche vers le 0. Alors, puisque vous la déplacez, le x aussi se déplace ici. Vous voyez, lui aussi se déplace. Vous déplacez, vous imaginez à un moment, vous avez 0, vous avez epsilon, 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 ça s'approche de plus en plus de 0. Donc, le x, il est pris en sandwich entre le 0 et le epsilon. Le epsilon, il est arbitraire. Eh bien, le x finira par s'écraser sur le 0. Ça veut dire x est égal à 0. Ça exprime ça. Mais après, il faut le montrer. Alors, là, on a l'idée, mais c'est une idée difficile à écrire comme ça. Eh bien, c'est là qu'on va faire la contraposée. La contraposée, c'est quoi? La contraposée, nous avons déjà parlé de ça. Vous avez P implique Q. Eh bien, ici, c'est non Q implique non P. Et ces deux propositions sont équivalentes. Alors, je vais faire donc la contraposée de ça. Alors, proposition P, proposition. Alors, x différent de 0. Voilà, donc, implique non P. Non P, c'est quel que soit epsilon, ça devient positif, ça devient au moins un epsilon positif. X inférieur à epsilon, ça devient x supérieur ou égal à epsilon. Voilà. Donc, il faut montrer que c'est x est positif. Alors, on peut trouver un epsilon qui est plus petit que la valeur absolue de x. C'est nettement plus facile. Donc, on va faire le dessin de tout à l'heure. Eh bien, c'est 0. J'ai x non nul. Voilà, la valeur absolue de x, il est là. Je vais trouver un epsilon, trouver au moins un epsilon positif qui est plus petit que la valeur absolue de x. Eh bien, epsilon, par exemple, égale à x sur 2, la moitié. Voilà.
la moitié est toujours inférieure au tout. D'accord? Donc ici, si je prends epsilon égale x sur 2, alors comment je vais faire? Je vais dire soit on écrit ça comme ça, on va écrire ça comme ça, on l'a cherché maintenant, on écrit soit x différent de 0, posons d'accord? Posons epsilon égale x sur 2. Alors, il est positif et bien sûr, x est supérieur ou égal à x sur 2, la moitié. Donc, ça, c'est vrai. Donc, la contraposée est vraie. Donc, P implique Q par contraposée, elle est vraie aussi. On dit qu'on a montré ça par contraposée. Alors, un deuxième mot, c'est n carré est pair implique que n est pair. Alors, on sait déjà que c'est n est pair, alors n carré est pair. Alors, n carré est pair, alors n est pair. Eh bien, on va faire la contraposée. N n'est pas pair. Ça veut dire n est impair. Implique n carré n'est pas pair, implique que n carré est impair. Voilà la contraposée qui est équivalente. Alors, donc maintenant, on peut faire n impair, ça veut dire n égale 2k. Ça égale 2k plus 1. Ça, c'est notre point de départ. Alors, prenons n au carré. N au carré égale 2k plus 1 au carré égale 4k au carré plus 4k plus 1. Eh bien, c'est un nombre pair. 4k au carré plus 4k, ça c'est un nombre pair. Plus 1. Donc ça, c'est un nombre pair. Donc ça, c'est comme si on écrit 2k' plus 1. Vous voyez? Donc c'est un nombre impair. Donc, on a montré cette proposition-là en utilisant la contraposée qui lui est équivalente. Voilà. Donc, ce raisonnement aussi, nous les utiliserons quand on en aura besoin. Maintenant, nous allons passer à notre raisonnement qu'on vous a parlé tout à l'heure d'équivalence. Il faut être extrêmement prudent quand on parle de choses équivalentes. Et vous voulez les montrer. Vous voyez, P équivalent à P1, équivalent à P2, comme vous faites dans le système. Vous voyez, dans le système linéaire, le premier système, fait une première étape P équivalent au deuxième système, équivalent au troisième système, équivalent au quatrième système, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arrivez au système échelonné. Alors, analyse, c'est beaucoup plus délicat, il faut être prudent. Hein. Donc, ça peut marcher très bien. Vous voyez, ça peut marcher très bien. Par exemple, je peux dire ça. Allez, je peux dire x moins 1 au carré est positif, équivalent à x carré moins 2x plus 1 est positif, équivalent à x carré plus 1 est supérieur à 2x. D'accord? Équivalent, si je veux, jusqu'à l'infini, hein, 2x sur x carré plus 1 est inférieur à 1. On peut diviser parce que x carré plus 1 est strictement positif, ici, non nul. Hein, d'accord? Donc ici, vous voyez, on a montré que 2x carré plus 1 est toujours inférieur à 1, quel que soit x à 1, hein, en partant de ça. Tout ça, c'est équivalent, on a écrit la même chose. On aimerait que tout soit comme ça. Hein. Bon, d'accord. Donc, on va prendre un deuxième exemple. Donc, pour les inégalités,
pour les inégalités, ça marche très bien. Faites juste attention. Faites juste attention. Quand on fait des inégalités, faites attention à une chose. Par exemple, si vous voulez diviser, il faut que le nombre soit non nul, autrement, ce n'est pas possible. Et si vous divisez, vous multipliez par un nombre, même non nul, il faut bien faire attention, parce que si le positif, ça ne change strictement rien, ça c'est bien. Mais par contre, s'il est négatif, ça peut vous changer le sens des inégalités et ça peut vous induire en erreur. D'accord? Alors, on va prendre un deuxième exemple. Regardez. Donc, on a dit qu'on peut toujours faire ça, hein, quand on aura des... Regardez maintenant. Je veux résoudre dans R cette équation-là. Je peux résoudre ça. Alors, on va écrire chouette, on a une racine carrée. Je vais mettre au carré. Il n'y a plus de racine carrée et on est fini. D'accord? Donc, je mets la racine carrée, j'enlève. Voilà, égale x au carré. Donc, après, 2x carré moins x carré, donc ça fait x carré moins 1 égale 0. Donc, les solutions, c'est x carré égale 1, donc c'est moins 1 et 1. Les solutions moins 1 et 1, mais tout simplement, c'est x égale moins 1, vous voyez, c'est x égale moins 1. Vous allez avoir 2 moins 1 ici, égale moins 1, c'est-à-dire 1 égale moins 1. Vous voyez, ça c'est quelque chose de complètement faux. Ça veut dire que si vous faites ce genre de raisonnement, bien, à la fin, il faut vérifier est-ce que ce sont vraiment des solutions. Et vous imaginez, des fois, c'est quasiment impossible à vérifier. Vous avez des choses qui s'expriment de manière, je ne sais pas, racine carrée de 11, racine carrée de 17 à la puissance 4, des choses comme ça. Ou bien, des fois, vous avez des intervalles, des solutions, ce sont des intervalles, une infinité de solutions. C'est absolument pas évident de faire ce genre de raisonnement en voulant vérifier. Vous voyez. Donc là, on a été imprudent, et voilà, on a tout simplement une solution qui ne doit pas être là. C'est une fausse solution. D'accord? Alors, comment remédier à ça? Eh bien, maintenant, regardons cette équation. Alors, la première chose, c'est une racine carrée. Vous voyez, vous avez la racine carrée d'un U. Eh bien, la racine carrée d'un U est définie, il faut que le U soit positif. Ça, c'est la première chose. Il faut que, à l'intérieur de la racine carrée, les choses soient positives. D'accord? Deuxièmement, vous avez racine carrée de U égale un nombre V. D'accord? X, 2x, eh bien, la racine carrée, la racine carrée est positive. La racine carrée est toujours positive. Donc, le V doit être aussi positif. D'accord? Donc, V aussi doit être positif. Il y a deux choses. 1 et 2. La racine carrée doit être positive. U doit être positif. D'accord? Alors, après, ça veut dire si on a ça, eh bien, les choses sont définies. Nous avons des choses qui sont définies. Après, regardons maintenant l'équivalence. Vous avez une racine carrée et vous voulez dire l'enlever. Hein? Vous voulez élever au carré. On veut élever au carré. D'accord? On veut élever au carré. On veut élever au carré. D'accord? C'est bien, on a le droit de le faire. Mais est-ce qu'on a toujours l'équivalence? Est-ce qu'on attend toujours équivalence? Ça veut dire, est-ce que x égale y équivalent à x carré égale y au carré? La réponse est non. Non, parce que si vous prenez 1, 1 au carré égale moins 1 au carré et 1 différent de moins 1, vous voyez, ce n'est pas équivalent.
x carré égale y carré, x prend le y. Par contre, si x est positif, y est positif, oui, il y a équivalence. Si x est positif, y est positif, x carré égale y carré est équivalent à x égale y. Donc, si on a deux nombres positifs, on peut élever au carré et tout reste équivalent. Ça veut dire que si u, ça veut dire que si on a l'équation racine carrée de u égale v, d'accord? Alors, si u positif et v est positif, ça veut dire que vous avez fait un certain travail. D'accord? Vous avez fait tout un certain travail, vous avez déterminé les intervalles dans lesquels U est positif. Alors, dans ce cas-là, vous avez racine carrée de U égale V est équivalent à U égale V au carré. Vous pouvez élever au carré. D'accord? Donc, avant d'élever au carré, il faut que U soit positif, V soit positif. Voilà. Autrement, on arrive à des choses qui n'ont pas de. Bon, vous n'avez pas écrit, hein, d'accord? Prenez le temps d'écrire. Voilà. Ça, vous allez voir après, c'est écrit. Hein. Montre qu'elle est vraie. Alors, raisonnement par l'absurde. Je veux montrer que quelque chose est vrai ou pas. Eh bien, je veux montrer que quelque chose est vrai. Eh bien, je vais supposer qu'il est faux. Qu'est-ce qui va se passer? Je suppose que c'est faux. J'arrive à une contradiction. Donc, je rejette l'hypothèse de départ. D'accord? Donc, par l'absurde, supposer quelque chose qui est vrai. Si vous arrivez à une contradiction, vous rejetez l'hypothèse qui est vraie et elle est fausse. Vous supposez quelque chose qui est fausse, vous arrivez à une contradiction, vous rejetez cette hypothèse qui est fausse et donc elle est vraie. D'accord? Ben, c'est un raisonnement qui marche pas mal, qui est très sympathique. Hein. Par exemple, ici, racine carrée de 2 n'est pas un rationnel. D'accord? Ça veut dire racine carrée de 2 est différent de toutes les fractions. D'accord? Il n'y a aucune fraction, c'est que racine carrée de 2, d'accord? Il n'est pas rationnel. Et bien, comment on va faire? C'est difficile de montrer que quelque chose est différent de toutes les fractions. Comme ça, c'est difficile. Alors, on peut faire un raisonnement par l'absurde. Par l'absurde, on suppose que racine carrée de 2 est rationnel. Vous voyez? On va supposer qu'il est rationnel. Dans ce cas-là, il va exister. Il existe P appartient à L. Il est positif, d'accord? Il existe Q appartient à N étoile et que racine carrée de 2 égale P cercle. Voilà. Elle est rationnelle, donc c'est une fraction. Alors, elles vont au carré. Si je lève au carré, ça fait 2 égale P au carré sur Q au carré. D'accord? Alors, donc, on peut en déduire P au carré égale 2 fois Q au carré. D'accord? Ça veut dire quoi? P au carré est pair. D'accord? P au carré est pair. Bah, ça veut dire que ça implique que P, on l'a vu tout à l'heure, est pair. Voilà, la deuxième partie de la démonstration. P est pair, ça veut dire P égale 2 fois K.
D'accord? 2 fois un autre entier, 2 fois 2, 2 fois 4, 2 fois 5. D'accord? On remplace ici. On a 2 égale P au carré, 4 au carré. D'accord? Sur Q au carré. D'accord? Donc, ceci, ça donne aussi Q au carré égale 4 K au carré sur 2. Donc, Q au carré égale 2 K au carré. Donc, Q au carré est pair. C'est la même chose, Q au carré pair. Donc, Q est pair. Bah, ça veut dire que P est pair et Q est pair. Eh bien, cette fraction-là, quand on parle de fraction, on parle toujours de fraction irréductible. Eh bien, on prend P et Q, une fraction irréductible, et on arrive ici à Q pair, Q pair, d'accord? Et P, donc ça fait égal 2K'. Ça veut dire qu'ici, racine carrée de 2 égale P égale 2K sur 2K' égale K sur K'. Ça veut dire cette fraction-là, elle n'est plus irréductible, et ça. Et à l'infini, on prend K sur K', on peut encore lui appliquer la même chose. Donc, il ne peut pas être écrit à l'aide d'une fraction irréductible. Donc, on rejette cette hypothèse irrationnelle. D'accord? On suppose que la fraction est irréductible et à la fin, on trouve qu'il se simplifie. Donc, c'est faux. On rejette cette hypothèse et donc racine carrée de 2 n'est pas un rationnel. C'est le premier nombre irrationnel que nous utilisons. Voilà, donc là, on a fait un raisonnement par l'absurde. Ça peut être utile, d'accord, quand on cherche, on ne trouve pas des fois. Donc, ça veut dire, au lieu de montrer qu'il y a une proposition P, ouais, eh bien, on va faire la négation. Oui, par la négation. Comme ici, la négation n'est pas rationnelle, c'est rationnel. On fait la négation et on regarde. Contre-exemple. Le contre-exemple, c'est, on se pose la question, est-ce qu'une proposition est vraie ou pas vraie? D'accord? On n'arrive pas à faire on n'arrive pas à produire de raisonnement. Hein, d'accord? Quand quelque chose est vrai, vous voyez, quand quelque chose est toujours vrai, vous pouvez produire des raisonnements. Quand quelque chose est vrai une seule fois, c'est très difficile. Quand il est faux aussi une seule fois, c'est très difficile. Hein, d'accord? Par exemple, montrer que f de x est positif, pas, on peut faire des tableaux de variation, on peut faire des choses, on peut se débrouiller avec des inégalités, montrer qu'une fonction est positive, peut-être. Mais des fois, montrer que f de x admet une solution unique dans l'intervalle moins 1, 0, des choses comme ça c'est pas évident du tout. Hein. C'est pas toujours facile. Hein. D'accord? Ce genre de question n'est pas toujours facile. Donc, là, une fonction dérivable, vous voyez, sur un intervalle est continue. D'accord? Donc là, on a f dérivable implique f continue. D'accord? Alors, la réciproque, dans ce sens-là, est-ce que f continue applique f dérivable? La réponse est non. Ça n'implique pas. Eh bien, on va le montrer tout simplement en donnant un petit exemple qu'on connaît déjà, c'est la valeur absolue de x. D'accord? C'est f de x. Alors, f continue en 0. F n'est pas... Bon, on va voir, hein, on va voir plus tard la démonstration, mais on peut voir là, ici déjà. Hein, et la valeur absolue, c'est ça. C'est ça la valeur absolue de x. Vous voyez, en 0 ici, il est continu. Mais il n'y a pas de tangente. Hein. Il y a une demi-tangente ici. Il y a une demi-tangente ici.
il n'y a pas de tangente. Donc, quand il y a une tangente, la fonction, quand il est dérivable, il y a une tangente, hein, d'accord? F', c'est le vecteur directeur de la tangente. Bon, ici, il n'y a pas de tangente. Bien, il n'y a pas de tangente, il n'y a pas de dérivée. Ah, d'accord, donc nous allons voir. Hein. Plus tard, nous allons montrer ça correctement. Et la récurrence. Alors, la récurrence, vous avez obligatoirement quelque chose qui dépend d'entier. Alors, il y a beaucoup de raisonnements par récurrence. Là, nous allons faire le plus simple. Après, il se présentera des occasions où il y aura d'autres choses. D'accord? Là, on veut montrer qu'une propriété est vraie, pour tout entier n supérieur à n0. D'accord? Ah oui, j'ai pas. D'accord, d'accord. Bon. Bon. On veut établir que pour tout entier, d'accord, pour tout entier n, n est vrai. Ce genre de propriété. Quelque chose qui dépend de n. Il n'y a pas de x, d'accord? Il n'y a pas de x, propriété x carré plus 1, c'est pas supérieur à x, quelque chose comme ça. Ça ne se montre pas par récurrence. La récurrence, c'est uniquement les entiers. Et ça, c'est très important. Le N0, c'est très important. Parce que des fois, il y a des propriétés qui peuvent être vraies à partir de n égale 4, ou 3, ou 2, ou 1. Donc, le N0 est très important. Alors, comment on fait une récurrence? D'abord, il y a l'initialisation. L'initialisation, c'est de obliger, tout simplement, la récurrence ne vaut strictement rien. Sans initialisation, une récurrence n'est plus valable. Hein, d'accord? Donc, l'initialisation, c'est le N0 qui est ici. On montre que Pn0 est vrai. On montre que Pn0 est vrai. Pn0 est vrai. En n égale n0, on fait une démonstration, on montre que c'est vrai. L'hérédité, on montre que si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai. Ça veut dire si la propriété est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang n plus 1. Ça veut dire tout simplement, ça veut dire, comme ça on écrit l'hérédité, c'est P de n implique, oh, on ne parle pas de implique, mais c'est ça, hein, d'accord? Si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai, c'est l'hérédité. Et à la fin, une fois qu'on a montré les deux, on écrit la conclusion. On a montré par récurrence que telle ou telle propriété est vraie pour n supérieur ou égal à 1 ou à 2 ou à 3. D'accord? Alors, faire l'hérédité sans initialisation, c'est toujours faux. D'accord? Et après, des fois, ça marche très bien. Des fois, il faut s'adapter au sujet qu'on a. Il faut s'adapter au sujet, il faut s'adapter pour arriver à montrer les choses. D'accord? Donc, en gros, la récurrence, vous voyez, c'est comme, bon, vous avez un escalier, hop, hop, comme ça, vous montez. Alors, d'abord, quelqu'un qui sait monter des marches, ça veut dire si je suis sur une marche, je suis capable de grimper pour arriver à une deuxième marche. Ça, c'est savoir monter. C'est savoir monter, c'est l'hérédité. Savoir monter. Mais le problème, savoir monter, si vous ne mettez pas la première pas sur l'escalier, vous ne pourrez pas monter. Vous savez monter, mais bon, l'initialisation, c'est que je mets d'abord, hop, mon pied sur l'escalier. Après, je peux enchaîner les pas. Mais si j'enchaîne le pas dans le vide, sans mettre le pied sur l'escalier, ça sert strictement à rien. On va prendre un exemple. Un exemple d'une somme. D'accord? Alors, je vais prendre cette somme-là. Je ne vais pas utiliser le symbole pour l'instant. Je prends tous les entiers. D'accord? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n. Alors, cette somme est juste une anecdote. Il y a un mathématicien allemand qui s'appelle Gauss. Il a calculé quand il avait 10 ans. Hein.
parce qu'ils sont ennuyés en classe. Alors, son enseignant lui a dit, bah, faut calculer 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 100. Bah, il a calculé. Bon, quand on fera une nombre réel, je vais vous dire comment elle a fait pour calculer, c'est juste une astuce. Elle a calculé rapidement, en petites minutes, peut-être 10 minutes, il a calculé. Bon, alors, nous allons calculer cette somme en utilisant le raisonnement par récurrence. Alors, regardons d'abord, c'est n supérieur au a. Eh bien, si n égale 1, si n égale 1, nous avons le premier 1, et après, ici, nous avons 1 fois 1 plus 1, c'est-à-dire fois 2 sur 2 égale à 1. Donc, nous avons bien 1 égale à 1, vous voyez? Donc, la propriété est vraie pour n égale à 1. Donc, nous avons bien initialisé notre récurrence. Maintenant, la vérité. Supposons que la propriété est vraie pour un certain n. Donc là, on a supposé que Pn est vrai. Vous voyez? En plus 2, plus n, on a supposé que ça est vrai. C'est une hypothèse. On appelle, on appelle ça l'hypothèse de récurrence. Hypothèse de récurrence. Alors maintenant, nous voulons montrer que la propriété reste vraie si on remplace n par n plus 1. Alors, on va calculer 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à n plus 1. D'accord? Bon. Au lieu de compter jusqu'à 100, on va compter jusqu'à 100 plus 1. Alors, et c'est là où ça va apparaître l'hypothèse de récurrence. C'est obligatoire. Vous voyez? Là. En comptant jusqu'à n. En comptant jusqu'à n, on a supposé que ça, c'est égal à ça. Donc ça, c'est égal à ça. C'est égal à n fois n plus 1 sur 2. D'accord? Donc ça, on l'enlève. Plus n plus 1. Voilà. Et maintenant, nous avons une somme. Nous avons deux fractions, en quelque sorte. Pour faire la somme, on met tout au même dénominateur. Le même dénominateur, c'est 2. Et voilà, on arrange les choses et on obtient ça. Donc, jusqu'à n plus 1, c'est n plus 1 fois n plus 1 plus 1, c'est n plus 2 sur 2. Donc, on trouve la même chose. Vous voyez, n plus 1. Et c'est n plus 1, n plus 1 plus 1. D'accord? Donc, conclusion, quel que soit n supérieur ou égal à 1, nous avons cette somme-là qui est vraie. D'accord? Alors, brièvement, nous allons parler, puisque nous avons parlé de somme ici, je vais parler de somme. D'accord? Donc, ce cours sur le raisonnement est terminé, là, ici. Je vais pas, il reste le somme, ce cours. Donc, vous avez le résumé. Le résumé du cours, vous l'aurez sur la pédago. D'accord? Après, demain, d'accord? Demain, mercredi, donc matin, nous avons un cours en amphi, ça va faire de droit. Donc, au début, donc, bon, vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez, mais au début ou bien sûr à la fin, s'il y a des questions concernant ce cours, hein, d'accord, je peux les aborder. Hein. S'il y a quelque chose que je suis passé trop vite sur quelque chose qui vous intéresse beaucoup plus, bien, si vous avez vu, bon, je ne sais pas, donc ça arrive des fois des conquises, si vous là. Donc, l'essentiel, si vous avez des demandes, n'hésitez pas donc, à les formuler soit par mail, soit demain. Avant le cours, vous pouvez venir me parler, tout ça, soit à la fin du cours, comme d'habitude, on se connaît, de me parler comme ça. Et on regarde ça. Alors, il n'y aura pas de feuille CD sur le raisonnement, sur tout ça. Mais par contre, on fera des raisonnements tout le temps, parce qu'on fera des récurrences tout le temps, et tout ça. D'accord?
Il y aura un petit peu de récurrence peut-être, hein, mais pas beaucoup. Par contre, il y aura une feuille de révision. La feuille de révision, c'est tout simplement, avant la feuille de TD, avant la feuille de TD, vous regardez sur la pédago, il y a la feuille de TD, je vais le distribuer. D'accord? Je vais le distribuer, la feuille de TD. D'accord? Travaux dirigés, je vais distribuer en TD. Ça, feuille de révision. Je corrigerai, je mettrai le corrigé sur un pédago. Hein. D'accord? Donc, vous avez un peu ici, il n'y a pas d'implication, c'est juste l'implication, on la fera un peu en question de cours. Hein. Alors, vous avez des petites propositions, faites les négations. Après, les nombres réels ici, il faudra un petit peu comment encadrer les nombres réels. Et là, c'est des sommes. Je vais vous rappeler comment il faut faire ça. Vous rappeler comment il faut faire les sommes. D'accord? Alors, on va rappeler comment il faut faire les sommes. Alors, somme. Plusieurs. C'est plusieurs qu'il faut connaître absolument rapidement hein, pour pouvoir être plus à l'aise. Hein, d'accord? Visible. Hein, d'accord? Somme usuelle. Alors, la première somme, c'est, vous avez d'abord, comment écrire une somme. Alors, vous avez une suite U0 plus U1 plus UN. D'accord? Alors, on va écrire ça, on va faire ça. Sigma. Vous voyez? Ça, c'est la somme. Ça se prononce sigma. D'accord? Alors, UK. U indice K. Alors, l'indice, ça, 0, 1, 2, 3. Alors, K, ça commence par 0. C'est le premier indice, vous voyez? 0. Et ça se termine par N, c'est le dernier indice. D'accord? Alors, par exemple, 1, 2, plus 3, plus N, ça, c'est égal. La somme des entiers que je note K. Le premier K égale 1 jusqu'au dernier égale F. D'accord? Alors, la première somme, c'est ce que vous avez, c'est celle-là. Il faut la prendre N fois N plus 1 sur 2. D'accord? Alors, deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les sommes géométriques. Alors, si vous avez fait des maths en première, ça vous rappelle, programme de première. Hein, d'accord? Somme géométrique, vous avez ça. C'est des puissances. D'accord? Vous voyez que Q, c'est un nombre non nul. Hein, d'accord? Quand vous prenez un nombre non nul, vous faites Q à la puissance 0, c'est toujours égal à 1. Alors, vous avez cette somme comme ça. Alors, déjà, on va l'écrire. Ce sont des puissances. Alors, K égale 0. D'accord? Parce que Q à la puissance 0, donc Q non nul, hein, Q à la puissance 0 égale à 1. D'accord? Et ça va jusqu'à N. Alors, cette somme, si Q est différent de 1, vous avez cette somme, il faut la prendre. On aura souvent besoin. Alors, 1 à la puissance N plus 1
sur... Voilà, cette somme-là. Alors, par exemple, vous voyez, regardez, si vous avez, par exemple, q à la puissance 4 plus q à la puissance 5 plus q à la puissance n, ça ne commence pas par 1. Pour appliquer cette formule, toujours commencer par 1. Eh bien, ce n'est pas difficile. Regardez, vous faites ça. Q à la puissance 4 en facteur égale 1. Q à la puissance 4 fois 1. Q à la puissance 5, c'est Q à la puissance 4. Ainsi de suite. Pour Q au carré, ça donne 6. Et ainsi de suite. Q plus Q à la puissance n moins 4. Voilà. Et donc, ça, c'est égal Q à la puissance 4 fois 1 moins Q à la puissance n moins 4 plus 1. Vous voyez, comme ici, vous voyez, c'est n, ça se termine par n, c'est n plus 1. Voilà. 1 moins Q. On a juste multiplié par le premier terme. D'accord? Donc, on peut faire des sommes comme on veut, à condition de prendre celle-là. Alors, troisième somme binomiale. Binôme, le binôme. Ah, d'accord. Alors, on a A plus B à la puissance n égale la somme k égale 0 kn. Alors, ce symbole-là, nk, on va préciser A parce que B à la puissance n moins k. Vous pouvez permuter A et B, il n'y a aucun souci. D'accord? Alors, c'est quoi le symbole? Ça, c'est n factoriel. C'est k factoriel. N moins k factoriel. Bon, on n'a pas besoin de calcul, hein, on calcule rarement ça. D'accord? Alors, n factoriel, vous savez, c'est n factoriel, c'est 1 fois 2 fois n. 0 factoriel, par convention, c'est 1. Ça c'est important parce qu'on le voit tout de suite. Quand vous avez ça, vous savez que c'est une somme binomiale. Vous voyez, par exemple, si vous avez ça, k égale 0 jusqu'à 24, et vous avez juste 24, vous voyez, car vous voulez calculer ça. Eh bien, ça c'est 1 à la puissance k fois 1 à la puissance n moins k égale 1 plus 1 à la puissance 24. Voilà. Donc, c'est la somme binomiale. Alors, après, c'est ce qu'on appelle somme télescopique. Alors, il faut juste les, faut juste le remarquer, après on peut le calculer facilement. Quelque chose qui se présente, la différence entre deux choses, entre deux ordres, vous voyez, deux ordres qui se suivent. Par exemple, U1 moins U2, U3 moins U4, ou bien U2 moins U1, U3 moins U2, ainsi de suite. Donc, c'est UK moins UK plus 1, ou bien UK plus 1 moins UK. Vous avez ça. Il y a plus, il y a moins. Ça suit. Alors, ça, si vous faites, regardez ça, c'est tout simplement K égale 0, N, UK plus 1, moins K, 0, KN, K. Hein, d'accord? Alors,
celui-là, vous voyez, c'est comme si vous avez, quand k égale 0, c'est U1, plus U2, plus, jusqu'à, quand k égale n, c'est UN, plus 1, vous voyez, ça c'est ça. Alors, le deuxième, k égale 0, c'est U0, plus U1, plus, jusqu'à UN. Et bien maintenant, vous voyez, ici U1, U2, U1, il y a U1 ici, U1 il est là, U1, U2, tout ça, U3, jusqu'à UN. Il y a ici UN, hein, d'accord? Alors là, il vous reste UN plus 1, c'est le dernier, et là, il vous reste le premier. Vous voyez, c'est le dernier, moi le premier. Le dernier, on met N plus 1, le premier, on met K égale 0. C'est facile à calculer. Par exemple, on a la somme sur K plus 1 moins 1 moins 1 sur K plus 1, par exemple. Je vais faire ça. Eh bien, c'est ça. K égale 1 jusqu'à N égale 1 sur K. Moi, d'autres techniques, on les verra plus tard. Hein, d'accord? K égale 1 jusqu'à N, 1 sur K plus 1. Donc, ben ici, alors évidemment, les étudiants qui savent calculer des sommes, donc, vous avez fait des sommes au premier semestre en logique et raisonnement, vous avez appris des bonnes techniques, vous les gardez. Sinon, donc, pour ceux qui commencent bien, donc, on peut faire les choses à la main comme je le fais ici. Hein, d'accord? Donc, 1 sur K, ça veut dire K égale 1, c'est 1 sur 1, ça fait 1, plus 1 demi, et plus 1 sur N, moins. K égale 1, ça fait 1 sur 2, plus 1 tiers, plus 1 sur N, ça va jusqu'à N plus 1. Donc, quand K égale N, K plus 1 égale N plus 1. Eh bien, ici, vous voyez, 1 demi moins 1 demi, 1 tiers moins 1 tiers, 1 demi, c'est 1 tiers. 1 tiers moins 1 tiers. 1 sur N, c'est juste ici, avant N. Donc, il va rester égal 1 moins 1, N plus 1. Vous voyez, toute cette somme. Ah, ça se réduit à ça. Donc, bon, donc nous avons fait l'essentiel. Donc, vous prenez le temps donc, de travailler cette feuille de révision. Essayez de faire jusqu'aux sommes. Hein. À la fin, ce n'est pas tellement important. Il faut faire le nombre réel, il faut faire la logique et il faut faire les choses sur les sommes. Comme ça, après, quand vous disposerez du corrigé, vous pouvez le faire. Après, donc, comme on a fini pratiquement là ce qu'on veut faire, alors, pour le CC, donc on en parlera après, on commence, mais il y a un CC1. Le CC1, c'est 45 minutes en TD. En gros, il y a un exercice avec quelques questions de cours ou des exercices de cours. Ça dépend de la difficulté après, des exercices. Il y a 3 exercices ou 4 où il y a des choses qui ont un rapport direct avec ce que vous faites en TD. D'accord? Il y a un exercice, c'est un rapport avec le cours, tout ça. Il y a un exercice qui a un rapport direct avec ce que vous faites en TD. Évidemment, ce n'est pas vraiment les exercices de TD, hein, d'accord? Ce n'est pas vraiment les exercices de TD. Ça peut être des exercices qui ressemblent à ce que vous faites en TD. Peut-être
j'en sais rien. Peut-être ce sera un exercice d'idée, mais ce sera peut-être un exercice d'idée un peu modifié ou quelque chose qui lui ressemble, d'accord? En tout cas, je vous dirai ce qu'il en serait, hein, d'accord? Au bout de cours, après, quand on aura décidé de la modalité, tout ça, je vous le dirai. Après, donc, c'est en classe, donc c'est rapide, c'est 45 minutes. Après, le CC2, ben, ça prend 2 heures, c'est beaucoup plus, on a beaucoup plus de temps, on peut faire des raisonnements, on peut faire des calculs, ainsi de suite. Et après, il y a le CC3, c'est un CC de synthèse, c'est tout, mais la plus grande partie, c'est le développement limité. On va pas vous dire que tout ça, tout ce qu'on fait est lié. Tout est lié. Si on ne fait pas les limites, par exemple, bon, limite, c'est un peu compliqué, ou c'est pas beau à voir, ou ceci, ou cela. Si on ne fait pas les limites, eh bien, ça deviendra impossible de parler de continuité. Ça deviendra impossible de parler de dérivabilité. D'accord? Et ça deviendra tout simplement impossible de faire le CC2. Hein, d'accord? Donc, il faut, comme je vous ai dit, il faut l'assiduité. Hein, donc, il faut assister au cours, même si on ne comprend pas au premier coup. Normalement, avec les TD, les choses s'éclaircissent rapidement. Hein. Il faut être patient, il faut laisser le temps au temps. Hein. C'est au cours du temps, les choses, plus qu'on en fait plus que les choses deviennent plus faciles, deviennent plus claires. Et à la fin, le développement limité, on y consacre pratiquement 25% de l'UE. Et ce sont des techniques de calcul. Ce sont des techniques de calcul. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a que des calculs, mais c'est des calculs qu'il faut apprendre. Il faut savoir comment il faut le faire parce que savoir comment il faut les gérer. Et c'est des calculs qui vous seront utiles après, tout de suite après. Hein. D'accord? Voilà. Donc, bon, vous faites votre part du travail, je ferai la mienne. Et j'espère que ça marchera très bien. Hein. Normalement, les étudiants donc, de chimie, de physique, il n'y a pas de souci. De physique, généralement, elles ont fait la spécialité mathématique, donc ça ne pose pas trop de problèmes généralement. Donc, du côté de la chimie, s'il y a des problèmes, de SPI aussi, s'il y a des problèmes, n'hésitez pas à m'en parler. Et demain, donc, nous ferons le deuxième cours sur le nombre réel et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Si vous voulez voir le cours un peu avant et tout ça, regardez sur Apédago. Il y a un archive, d'accord? Il y a un lien avec des archives sur le cours de 2018, d'accord? C'est pratiquement le même. Hein, pratiquement le même. Il y a le cours de 2018, il y a un tas de choses, tout ce qu'on a fait en 2018. Vous pouvez regarder pour avoir une idée avant de venir en cours ou bien ça c'est pour le, je pense franchement pour quelqu'un qui fait maths, quelqu'un qui fait maths peut regarder le cours avant pour avoir une idée, pour voir des choses comme ça. Pour les autres, pardon, pour les PCI, je le déconseille totalement. Hein. Je vous déconseille totalement. De toute façon, vous n'allez pas comprendre grand-chose, hein, d'accord? Vous n'allez pas comprendre grand-chose aux démonstrations et tout ça. Les démonstrations, je les fais en cours, hein, d'accord? Donc, vous n'aurez pas de support de cours du tout. Hein. Vous n'aurez pas de support de cours. Vous venez en amphi avec un cahier ou des feuilles et un crayon, que vous écrivez ce qui se passe et après, vous aurez le résumé du cours où vous arrangez les choses. Donc, pour le PCI, il faut d'abord faire le cours. D'abord le cours, le TD. Après, vous pouvez faire ça pour la révision, pour faire une deuxième couche, hein, d'accord, pour consolider un peu les choses. Au début, je vous le déconseille. Voilà. Donc, on va arrêter là. Donc, je vous ai dit tout simplement à demain. Voilà. Donc, et on parlera du reste. Tout ça.